Et bonsoir, salut tout le monde et bienvenue pour l'intro la plus pétée que j'aurais jamais fait pour un C'est quoi tes pronoms. J'espère que vous allez bien. Ici, je vous préviens d'avance, il fait très très chaud, température ressentie 50 degrés. Et en plus, il y a de l'orage, donc comme je l'ai mis dans le petit texte en bas, si j'ai mis des coupures, faudra me pardonner. Bonsoir Mister Damus, et surtout, bonsoir Erin. Tu es notre invité de ce soir. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va? Je suis en train de décéder de chaleur. Comme j'ai déjà dit dans des précédentes émissions, en fait, je vis sous les combles et là, en plus, j'ai l'éclairage qui est allumé, l'ordinateur qui est allumé, la télé qui est allumée. J'ai littéralement mon âme qui est en train de s'évaporer par tous les pores de ma peau. C'est genre, il y a Gollum et Frodon qui viennent de taper à ma porte pour savoir s'ils pouvaient jeter un truc dans mon évier. C'est assez révélateur. Maintenant, il faut que je reprenne l'habitude parce que je fais une intro trop longue comme d'habitude et j'ai du mal à reprendre le fil de l'émission. Alors, comme je proposais à Erin avant le début, j'ai envie d'essayer un truc un peu différent d'habitude. Donc, au lieu de partir sur une interview comme on fait d'habitude, j'ai proposé à Erin qui a accepté et j'espère que vous accepterez aussi ça dans le chat ou dans le replay. De toute façon, si vous regardez le replay, c'est trop tard, vous pouvez plus interagir. On va plutôt faire une discussion qui va être beaucoup moins de l'interview et vraiment plus de tout simplement de la discussion comme on pourrait avoir avec quelqu'un. Discussion, quoi. Si vous trouvez que je ne suis pas clair, je vous rassure, moi non plus, j'ai du mal ce soir. Et dernier petit détail encore, comme vous le savez, si vous regardez l'émission d'habitude, tant qu'on est dans cette configuration de l'enfer avec la température vraiment haute, les émissions seront un peu plus courtes, tout simplement parce que là, comme vous le voyez, je porte un t-shirt, mais je pense que vous vous doutez qu'avec cette température, c'est pas très agréable. Du coup, on va commencer par le small talk ultime. Et fait comment chez toi, Erin, par rapport au temps ? Est-ce que c'est aussi dur ou pas ? Oh ben, je vis en Bretagne, donc tout va bien. Littéralement, c'est soit les orages parce qu'il fait trop chaud, soit juste il fait froid, quoi. Alors un petit fun fact que j'ai découvert il y a une paire d'années, la région dans laquelle je suis, donc en l'occurrence le Grand Est et même plus précisément la Lorraine, c'est la seule région de laquelle les Bretons se foutent parce qu'en fait on est limite pire que au niveau du temps, c'est pire que la Bretagne en fait. Oui. Voilà. Petit fun fact, en termes de précipitation annuelle, donc en termes de pluie, en moyenne, il pleut 3 fois plus à Lyon que dans toute la Bretagne. Ce que je trouve fou, c'est que t'as vraiment... je vous rassure, hein, ça va pas parler de météo toute la soirée, mais ce que je trouve fou, c'est que la seule fois où je suis allé en Bretagne pour un truc que je faisais là-bas, c'était littéralement... Alors attention, la référence va être toute pourrie, mais si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis, en fait, quand Danny Boone arrive dans le Nord, genre il y a un panneau, et pile au panneau, il se met à pleuvoir, en fait. Et grosso modo, quand je suis arrivé en Bretagne, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour le coup, j'ai eu une expérience très cinématographique de la Bretagne. Et du coup, la seule image que j'en ai, parce que c'est la seule fois où j'y étais, c'est vraiment l'endroit où il pleut tout le temps. Yo chaton, j'espère que ça va bien. Du coup, oui, effectivement, la région où je suis, on est là. En fait, on est la Bretagne de la Bretagne. On est la Bretagne de la Bretagne. Bon, ça va, ça pourrait être pire. Hein. On pourrait avoir besoin d'avoir des drapeaux de chez nous un peu partout, comme les 3/4 des personnes en Bretagne. Alors, je refuse. Non, le Gwenadouille, il est un peu trop présent, mais normal, on va dire. Ce que j'aime bien, c'est encore une fois, alors, je suis désolé, on est vraiment dans Clichéland ce soir, mais en gros, c'est pareil. Nous, on a l'Alsace juste à côté, et en Alsace, c'est pareil, en fait. C'est vraiment... C'est un peu des rivalités à la con qu'il y a dans toutes les régions, je pense. Mais c'est pareil, l'Alsace, c'est vraiment le cliché... les clichés que tu vois sur l'Alsace, les 3/4 des trucs sont vrais, en fait. En tout cas, encore une fois, de l'expérience que j'en ai eue, vu que j'y ai vécu 3-4 ans. Donc bon. D'ailleurs, en parlant de clichés,
Ah, Mister Damus nous dit, est-ce que la Lorraine a son propre cola? Je ne crois pas. Oui, mais j'ai envie de dire, on a... Je tiens juste à dire que le Briscola est devenu normand. Voilà. C'est très con, ça. C'est comme les Fatal Picard qui viennent pas de Picardie, en fait. Ton argument ne tient pas, Mister Damus. Je suis désolé. Et du coup, il dit, ah merde, bah oui, voilà. Du coup, quitte Ça fonctionne plus. à rester sur les clichés et à repartir sur notre sujet qui est censé être le sujet de base. Alors, juste, on a une petite information géopolitique. Chaton nous dit, mais le Conseil européen a tranché, le Mont Saint-Michel appartient aux Bretons. Alors, Mais bon, c'est pas notre combat, ça. Nous, c'est notre le combat. C'est pas le Mont Saint-Michel, on s'en fout. bah, honnêtement, je suis tellement décalé niveau... Il y a des sujets, en fait, sur lesquels je touche pas une bille. La géographie, par exemple, j'étais persuadé... Alors, je vais me faire huer, vous allez vous foutre de ma gueule, mais pour moi, le Mont Saint-Michel, c'était près de Paris, en fait. Ah, techniquement, on n'est pas loin. Parce que, pour une raison très con, c'est qu'à l'époque, j'ai fait le jeu Onimusha 3, qui est un jeu qui est sorti sur Play 2 il doit bien faire 15 ans maintenant. Et en fait, il y a une partie du jeu qui se passe à Paris, où d'ailleurs tu contrôles... Enfin, dans le jeu, tu contrôles Jean Reno et un autre personnage, mais les lieux sont intervertis, donc ton personnage est à Paris, et Jean Reno se retrouve au Japon. Mais en gros, à un moment, tu passes de Paris au Mont-Saint-Michel, et dans ma tête, en fait, c'était genre limite collé, en fait. Donc du coup, j'ai jamais calculé, et c'est que des années plus tard, quand j'ai commencé à avoir cette espèce de débat sur l'appartenance du Mont-Saint-Michel, j'ai fait... Je me suis peut-être un peu planté, en fait. En même temps, en vrai, le Mont Saint-Michel est à peu près à mi-distance entre Rennes et Paris, donc ça va. Ouais. Comme dit, hein, c'est pour dire à quel point je suis décalé. Bon, dernier point sur la région, et après, promis, on va discuter des trucs un peu plus en rapport avec le thème de l'émission. Mais Chaton me dit, le Lorraine Cola existe, mais je tenterai pas, et j'avoue que même moi, je tenterai pas. Et pourtant, je suis un très grand consommateur de coca à mon grand dame et aux grand dames de mon corps surtout. Du coup, ce que j'allais dire, c'est que quitte à rester dans les clichés, Erin, depuis tout à l'heure, depuis que je l'ai sur Discord, est en train de boire une boisson, et je parie que sur le chat... Ouais, bah voilà, si tu veux... Donc voilà. C'est quoi tes pronoms? Co-là. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Mon genre est Coca 0, en fait. C'est... Bah, oui, d'ailleurs, du coup, mes pronoms sont z.ro. Comme ça... Faudra que je le rajoute, le truc, pour la déconnade sur mes pronoms. IL, V, O. C'est comme des fois, les pronoms, c'est V et NR. Du coup... Ah, ça, j'ai déjà vu ça. Ça, c'est drôle. Ouais, en vrai, je crois qu'on est plusieurs à y penser à chaque fois, et je pense, en fait, c'est le genre de cas où le truc est tellement évident, en fait, que c'est même pas vraiment une invention d'une personne. Ça vient, en fait, en fait, c'est venu tellement collectivement et c'est tellement évident que t'as un peu tout le monde qui a l'impression que c'est lui qui l'a inventé, alors que t'auras toujours quelqu'un d'autre qui l'aurait utilisé avant, en fait. Ouais. C'est un peu comme le terme attachant, en fait. C'est un truc qui est tellement épuisé de partout que t'as pas vraiment de création. Mister Damus nous pose une question que je trouve super intéressante, parce que j'avoue que je connais pas la réponse, et je sais pas si quelqu'un la connaît, mais d'où vient cette culture du monster? Alors, j'ai potentiellement une idée de réponse. En fait, disons que les grands clichés sur les femmes trans, ce sont des développeuses. Oui. Forcément, quand on développe, on a besoin de caféine. Voilà. Exact. Et puis la Monster, c'est pas si cher en vrai, donc ça va. C'est. Ah, en vrai. Ouais, il y a 33 mg de caféine par 100 millilitres, donc oui, c'est énorme. Ouais, bah oui, puis en plus, t'as aussi la taurine et... Alors, je sais pas si ça a changé depuis, mais je sais qu'à l'époque, enfin, quand je dis à l'époque, encore une fois, c'était il y a une quinzaine d'années, je n'ai pas suivi comment dire, j'ai pas suivi les avancées scientifiques, mais je sais qu'à l'époque, quand l'energy drink a commencé vraiment à arriver,
un des trucs qu'on nous disait, c'est faites attention parce qu'au final, on connaît pas les effets sur le long terme sur le corps humain. Donc maintenant, je pense qu'un des effets sur le long terme, c'est que ça te transforme en personne trans, en fait. Je pense que ça vient de là. Soit en masculin, soit en personne trans, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. C'est ça. Alors, je ferai une petite session commentaires sur le chat. Chaton nous dit qu'il a fait un imprimé qui est dispo sur Redbubble, que je t'invite du coup, mon cœur, à remettre le lien dans le chat, quand tu peux, vu que tu es modérateur, qui dit mes pronoms Revo/Lucion. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'aurai les moyens, il faut vraiment que je fasse une razzia sur tes produits, mon cœur, mais bon, je le dis pour l'instant, tu sais que c'est pas forcément ça. Ensuite, Chaton nous dit toujours la culture du monster, c'est comme le blahage. J'ai envie de dire, c'est pas faux. Donc, le blahage, pour ceux qui savent pas, c'est le requin. Le requin de Chica. D'ailleurs, mon cœur, si tu m'entends et si tu entends cette question, est-ce que tu peux me dire où est passé Jeff parce que je ne le trouve plus. Je vais commencer à faire passer des messages. Dans l'émission. Mister Damis nous dit ça se tient, je suis dev et j'en bois jamais, mais ça se tient. Oui, mais Mister Damis, tu n'es pas trans. C'est les devs trans. C'est une communauté bien particulière des développeurs. Hein. Tous n'ont pas ce pouvoir magique. Et Chaton nous précise que... La communauté qui va jouer à Star Citizen et faire ses propres mods directement. C'est ça. Jeff, il était sur la commode la dernière fois que je l'ai vu. Bah, il doit y être encore, j'ai pas fait gaffe. Alors, pour ceux qui se posent la question, Jeff, c'est notre blage de compagnie. En fait, c'est le blage de compagnie de Chaton que moi, j'ai chez moi en garde. Et Chaton a Nilbog, qui est mon blage à moi, qui est chez elle. Donc oui, en fait, il doit être là, c'est juste que j'ai pas fait gaffe. C'est juste que hier, j'arrivais pas à dormir et j'aurais bien pris dans mes bras. Oui, j'ai 36 ans et oui, je vous emmerde. Du coup, alors, je vais pas faire la même que tout à l'heure, mais c'est parce que tu m'as corrigé. Du coup, tu as un Pirali de compagnie, toi. presque. Pyroli. C'est ça. Voilà. Mais en vrai, Pokémon, je me sens tellement la masse. Je suis resté à l'époque des 151. Moi. Ben, Pyroli était dans le 151 de mémoire, parce qu'il y avait Aquali, Pyroli et Voltali dans la première génération. Ouais, non, mais en fait, c'est... Quand je dis que j'étais au 151, c'est à l'époque qu'il y en avait 151, donc je suis à 151, moins ceux que j'ai oubliés, en fait. Donc autant dire que je dois me souvenir d'une trentaine de noms à tout péter. Le premier film Pokémon a été ma plus grosse désillusion au cinéma avec Spider-Man 3, donc c'est dire. Du coup, alors petite question... Venom était tout pourri dans Spider-Man 3, je vois pas de quoi on parle. Ah, bah, on est d'accord. Le seul moment bien de Venom dans Spider-Man 3... c'est à la fin, juste avant qu'il ne meure, où là, t'as vraiment le symbiote qui part dans tous les sens. Enfin bon, après, j'ai envie de te dire, il est quand même meilleur dans Spider-Man 3 que dans les films Venom. Oui. Parce que le coup de Venom qui dab dans Venom 2, je l'ai toujours pas digéré. Hein. Ni les blagues sur le fait que Carnage est roux, donc il a peur. C'est vraiment... Non. Venom et Venom 2 n'existent pas. Spider-Man 3 n'existe pas. D'ailleurs, Spider-Man 2 et Spider-Man 1 sont déjà vachement cringe aussi, donc... on va dire qu'il n'y a que 6 Spider-Man, c'est ceux d'Andrew Garfield et ceux de Tom Holland, et puis c'est tout. Puis à la rigueur, le Spider-Man japonais... les animés Spider-Man, par contre, sont vraiment pas mal, pour le coup. Ils sont très très bien, justement, c'est pour ça, eux, littéralement, ils sont les seuls à exister. Regardez Spectacular Spider-Man, c'est à mon avis la meilleure des séries qu'il y a eu. Il y a que 2 saisons, mais au niveau de l'écriture, la série elle est tellement bien foutue, en fait, qu'il y a des twists par rapport à l'identité de certains méchants que je connaissais dans le comics. Mais le truc était tellement bien écrit, je trouve que même des trucs où j'étais sûr de savoir, que du coup, quand j'ai vu les épisodes, j'ai fait « Ah ouais, non, peut-être qu'ils ont changé le truc », mais c'est tellement bien foutu, en fait, que quand ils révèlent qui est le personnage, j'étais en mode « Putain, je suis surpris alors que je le savais, quoi ». Enfin, c'est vraiment super bien écrit. Mister Damus nous dit « Il y a la communauté des stans de Rémi qui vont débarquer ». Après, c'est pas la faute de Stan Rémi, en fait. Sam Rémi, pardon. Sam Raimi, il a fait des super trucs, il a fait Evil Dead, c'est pas ça, c'est juste que déjà dans Spider-Man 3, Venom, il voulait pas le mettre, et que rien que la relation dans les films avec Tobey Maguire de Spider-Man et Mary Jane, elle est toxique à mort, enfin c'est vraiment pas... c'est vraiment pas des films qui ont, à mon avis, vraiment survécu au temps, quoi.
Par contre, le Doctor Strange de Sam Raimi est vachement bien pour le coup. C'est très surprenant. Mystère de la Nuit, je suis d'accord, je trouve les 3 films cringe. Bah oui, en fait, le problème c'est qu'il y a plein de trucs bien, genre William Dafoe, forcément, il est excellent. Tobey Maguire, il correspond bien au Spider-Man des années 60. Mais l'histoire d'amour, elle est cringe as fuck. Elle est cringe as fuck en fait. Peter, il est en mode toxic boy pendant les 3 films. Enfin, c'est vraiment pas. Après, voilà, il y a des trucs qui sont peut-être pas ouf non plus dans les films avec Andrew Garfield. Mais. Oui, alors il y a Chaton qui nous dit on va peut-être revenir au sujet de l'émission maintenant. Alors, je le redis, Chaton, t'étais pas encore là, mais pour le coup, ce soir, l'émission est un peu spéciale. En fait, j'essaye de faire un truc un peu plus conversation et peut-être un peu moins interview au sens classique du terme. C'est pour ça qu'on va peut-être un peu digresser par-ci par-là. J'espère que si vous regardez le truc, vous allez pas que ça va pas vous perdre et tout. Du coup, ce que je te propose, on va quand même essayer de recentrer un peu parce qu'effectivement là, on est vraiment parti assez loin en parlant de Spider-Man et du lobby de l'Energy Drink. Mais est-ce que du coup, je reviens sur un truc un peu plus interview, du coup, sans faire exprès. Mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton rapport à la transidentité, à ta transidentité, par exemple? Déjà, en fait, ce qui est important, de mon point de vue en tout cas, c'est que on est un peu, je suis un peu passé par toutes les étapes, entre guillemets. Ce qu'il faut savoir et qui est important, pour mon vécu, c'est que je n'ai rencontré de personnes queer qu'à mes 16 ans. D'accord. Alors, est-ce que je peux juste faire une remarque? Excuse-moi, je veux juste faire la remarque avant d'oublier, mais vous remarquerez qu'il y a 5 minutes, on parlait de Piroli. Là, on parle encore d'évolution, donc je suis désolé, mais dès le début, on était dans le thème. Voilà, je tiens juste à le dire. Piroli représente. Non, du coup, oui. En fait, vu que j'ai pas rencontré de personnes queer avant très très tard, en fait, je ressentais déjà le fait que j'étais pas à l'aise dans le genre qui m'était assigné, mais je ne pouvais pas poser les mots dessus. D'accord. Alors, petite question qui peut du coup être entre guillemets importante pour la compréhension. T'as quel âge actuellement? Enfin, c'est très bizarre dit comme ça. T'as quel âge? Je vais avoir 22 ans à la fin d'année. Ah oui, t'es jeune. Comparé à moi surtout. Non, du coup, en fait, du coup, vu que je ne savais pas ce que c'était qu'une personne trans et que je n'avais que les échos de personnes cis hétéros, etc. Donc j'avais les clichés vis-à-vis des personnes gays. Et au début, forcément, les fameux clichés des personnes gays, ce sont oh là là, des hommes efféminés, oh là là. Du coup, première étape sortie du placard, c'est me dire je suis peut-être gay en fait. Ça c'était genre vers mes 9-10 ans quoi. Ouais, j'allais dire c'est tôt pour s'en rendre compte, mais non, en fait, je connais des personnes qui se sont rendues compte beaucoup plus. Disons que 9-10 ans, il y a 10 ans du coup, enfin il y a 13 ans si je calcule bien, t'as pas les mêmes informations qu'un enfant de 9-10 ans a maintenant en fait. C'est une histoire de remettre. Avec le recul, en fait, je me rends compte qu'à cet âge-là, j'avais déjà en fait je commençais déjà à sortir du placard en fait à cet âge-là, avec le recul, mais au moment, je me rendais pas compte en fait, c'est normal. Du coup, petit à petit, je suis sorti du placard. Puis, quand j'ai enfin rencontré des personnes queer à mes 16 ans, au lycée, là, bizarrement, j'ai compris que j'étais trans. Mais genre, après là, ça allait très très vite. Hein. En 2019, j'ai fait mon coming out. Donc ton coming out trans? Coming out trans, etc., etc. Hein. Il y en a d'autres, notamment Ace, Pan, etc., qui sont arrivés un peu plus tard. Du coup, 2019, j'ai fait le coming out. Puis, en 2021, j'ai vraiment pris le temps de me poser pour savoir quel était mon genre précisément. C'est ainsi que je suis arrivé à comprendre que j'étais xénogenre. Yes! Représente. En 2022, j'ai commencé... et du coup, début 2022, j'ai commencé... début 2022, j'ai commencé le THS, voilà. D'accord. Oui, THS, c'est les hormones, c'est ça hein? C'est ça. Alors, petite question, du coup, tu dis que tu es xénogenre.
tu es xénogenre, hein, c'est pas dans le sens tu dis, mais tu dis de la merde. Mais du coup, est-ce que t'as un, comment dire, on va dire un nom plus précis? Par exemple, pour expliquer, moi par exemple, je suis Wargender. C'est genre bizarre, traduit littéralement. Mais du coup, tu peux très bien aussi simplement être xénogenre, mais pas avoir entre guillemets de sous-dossier en dessous. Je sais pas si je suis assez. Mais j'ai pris le sous-dossier du sous-dossier en fait. Hein. D'accord. Non, je suis serval gender précisément. Tu peux répéter? Je suis serval gender, donc mon genre, c'est d'être une servale. D'accord. Alors c'est marrant. C'est un félin, voilà. Alors, c'est marrant parce que du coup, et je pense pas que ce soit volontaire, mais depuis, on reste sur du Marvel en fait. Parce que tout à l'heure on avait Spider-Man. Pour les vieux, ils se souviendront peut-être qu'avant de s'appeler Wolverine, en fait, Wolverine, traduction en France, c'est le glouton. Donc pour ceux qui le savent pas, la première fois qu'on a vu Wolverine dans un comics en France, il s'appelait le glouton. Les mecs qui font les traductions des comics se sont dit que c'était pas vraiment très vendeur comme nom. Je suis assez d'accord avec eux. Et du coup, pendant des années, jusqu'à, si je dis pas de bêtises, peut-être jusqu'au premier film X-Men live, ils avaient appelé Wolverine Serval. Donc voilà, c'est assez... c'est marrant. Alors, là, vous allez peut-être me dire que je vois des trucs là où il n'y en a pas, mais on a quand même réussi à faire des liens entre le début de l'émission, où on parlait pas du tout du sujet, mais c'était du foreshadowing involontaire, en fait. C'est très balèze. Depuis le début. C'est du foreshadowing involontaire. Du coup, oui, le Serval, je pourrais digresser pendant des heures sur ce félin tellement il est impressionnant, mais bon, je vais me retenir. Mais du coup, alors ça va peut-être être compliqué. Alors, du coup, je me rends compte que finalement, on repart quand même sur un truc un peu interview, donc je m'en excuse encore une fois. Mais est-ce que tu te sens capable de me dire pourquoi cet animal en fait? Oui, et c'est compliqué. Enfin, en fait, c'est compliqué à expliquer dans le sens où c'est tellement logique pour moi que du coup, j'ai eu du mal pendant très longtemps à comprendre. Mais en fait, pour faire simple, c'est déjà dans ma manière de communiquer avec mes proches, vraiment dans un cercle privé, j'ai tendance à avoir les comportements d'une féline. Ça, je le sais très bien, catgirl, etc., le classique. Et ensuite, bah du coup, après, je me suis un peu interrogé sur précisément quel type de félin, et quand je suis tombé sur les informations du cerval, c'est-à-dire il saute super haut, c'est l'un des rares félins qui est capable de ronronner, et enfin, un des rares félins sauvages qui est capable de ronronner naturellement, parce que sinon c'est en captivité qu'il apprend à ronronner. Il y a plein de petits trucs comme ça. Puis ensuite, le fait que pendant très jeune, on m'a dit que j'avais des très grandes oreilles, et le cerval a proportionnellement a les plus grandes oreilles du règne félin. Alors, par rapport à la taille de son crâne. Je me permets juste une petite parenthèse parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment il y a quelques mois maintenant ça s'est calmé, mais il y a eu un gros débat sur Twitter par rapport au fait d'être xénogenre. Quand tu dis que tu es... Ah, excuse-moi, il y a mon éclairage qui vient de se casser la figure. Là. Donc je disais oui, quand tu dis que tu es, donc on pourrait dire serval gender, enfin plutôt genre serval, puisque du coup serval, je sais plus la traduction exacte en anglais, ça veut pas dire que tu crois être un serval. Enfin, que tu es un serval, ça veut dire que ton ressenti correspond à ça. Parce qu'en fait, xénogenre, c'est pas on est machin, enfin, machin entre guillemets, hein. C'est en fait, c'est la manière la plus proche de décrire notre genre, c'est X, ou Y, ou peu importe. C'est ça. En fait, ce qui est assez ironique, c'est que les xénogenres, à mon sens, sont parmi les genres en fait qui s'éloignent le plus des codes binaires habituels. Par contre, pour l'expliquer, on est obligé d'utiliser en fait ces mêmes codes binaires en fait. Donc ça crée un décalage assez étrange, et ça peut du coup provoquer la compréhension de certains. Heureusement, il y a certaines personnes qui sont un peu plus intelligentes et qui cherchent à comprendre. Et sinon, il y a des personnes qui devraient pourtant être habituées à devoir chercher, qui se contentent de dire ah là là c'est drôle, c'est bizarre. Voilà.
C'était mon moment des magos pro Xénogenre. Ouais, de toute façon, si on prend les différentes catégories de personnes trans qui existent, entre les lesbiennes, les watermelon gays, les transmèdes, etc., il y a plein d'ennemis, on va dire, entre guillemets. Alors, Chaton nous dit, après, attention à pas confondre Xénogenre, qui est une ombrelle d'identité de genre, avec Overkin, qui est encore autre chose. Bah, d'ailleurs, je fais ma propre promo, si vous voulez... Alors, la vidéo est pas complète à 100%. Tu n'entends plus? Tu l'as? Tu entends? Ah. Tu entends ou pas? Ah, on a un problème de son. Je vais vérifier que ça vienne pas de mon OB, de mon... Ah, d'accord. Bon, bah, comme vous l'entendez, il y a eu un petit problème de réseau. Donc, ce que je vais faire comme ça, le temps que Erin revienne, j'allais juste dire, si vous allez sur la chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo qui doit durer une petite demi-heure, en fait, où je visite un musée LGBTQI. Et dedans, il y a un passage notamment sur les différents drapeaux. C'est pas complet à 100%, et je sais, par rapport aux commentaires, qu'il y a des trucs dedans qui sont pas ouf. Ce que j'ai précisé du coup dans les commentaires de la vidéo. Mais si vous voulez un peu plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur YouTube. Et je vais juste regarder sur Discord. Ah, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Je disais juste, en fait, pendant que tu étais absent, je parlais d'une vidéo que j'avais faite, en fait, où je visitais un musée en réalité virtuelle LGBTQIA, où notamment il y a une partie sur les différents types, on va dire, de genre. Voilà. Du coup, alors petite question, est-ce que tu disais, t'as dit que 2021, c'est ça que t'as fait ton coming out? Ouais, enfin, Xénogenre, oui, 2021. D'accord. Est-ce que du coup, t'as eu des personnes justement qui ont été, comment dire, qui n'ont pas compris le principe de Xénogenre et qui du coup ont peut-être un peu bloqué ou ont vraiment été, entre guillemets, un peu perplexes? Alors j'en ai eu quelques-unes, mais c'est... Enfin, quelques personnes en effet, mais c'est pas ce qui m'a valu le plus de rupture de lien, en fait. Ce qui m'a valu le plus de rupture de lien, c'est plus lié à mes neuroatypies et psychoatypies. Donc, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je sais que c'est un truc... je sais pas si c'est pareil, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui comprennent pas le principe, en fait. C'est assez frustrant quand tu te retrouves avec des personnes qui sont pas forcément neurotypiques elles-mêmes, en fait, mais qui comprennent tellement pas le principe que tu as l'impression d'être complètement isolé moralement et psychologiquement, en fait. C'est surtout que, en fait, je suis borderline et c'est un truc qui est... C'est quelque chose qui est très souvent confondu avec plein de choses. Enfin, c'est confondu avec la bipolarité, la schizophrénie, c'est un bordel, quoi. Justement, de façon assez ironique, justement, il y a une paire de jours sur Twitter, j'avais posté un tweet où je disais venez, on arrête d'utiliser la schizophrénie dans les films comme raison pour laquelle tel personnage est mauvais ou truc comme ça. Et on m'a justement fait la remarque qu'il y avait aussi la même chose avec les troubles borderline, en fait. Bah ouais, c'est méconnu, quoi, en fait. En fait, on se retrouve dans un cas de figure, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les transidentités, surtout il y a une paire d'années, mais en fait, les seules images qu'on a de ce genre de pathologie, je suis même pas sûr d'utiliser pathologie bien au passage, donc n'hésitez pas à me corriger, mais c'est encore une fois la représentation dans les médias, et la représentation de la neuroatypie dans les médias, c'est pas le truc le plus fou qui existe. Hein. Après, si vraiment ça intéresse, je peux en parler, moi ça me dérange pas. Après, du coup, je mettrai d'avance des trigger warnings pour éviter de trop choquer, enfin, de trop blesser. Bah, écoute, hésite pas, hein, encore une fois, comme dit, j'essaie qu'on ait un truc un peu plus proche de la conversation de l'interview, donc justement, si tu te sens de parler de ça, n'hésite pas, il n'y a pas de problème.
Moi, il n'y a pas de souci, honnêtement, là, s'il y a besoin, je peux rapidement en parler. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que une personne borderline, il y a, on va dire, 9 critères pour être diagnostiqué et c'est considéré comme un trouble dans le DSM-5. Donc, il y a 9 critères. Les critères, il faut en avoir au moins 5 diagnostiqués. Donc, je vais juste reprendre rapidement ma petite plaquette parce que j'avais une plaquette avec tous les symptômes. Mais il y a, par exemple, la colère impulsive, en fait. Quand on a une crise borderline, il nous arrive de tout d'un coup, en fait, d'avoir une impulsion de colère qui ne se contrôle pas. C'est vraiment une colère impulsive et assez violente. Mais c'est par exemple, je donne un exemple qui est assez concret pour moi en tout cas. Typiquement, quand je tombe sur des personnes qui vont dénigrer mon ressenti vis-à-vis de l'abandon ou autre, j'ai tendance à très rapidement partir en crise. Et en fait, une crise borderline, c'est assez compliqué à décrire, mais en fait, il faut imaginer que on perd totalement la notion de raison. Vraiment, on est à la limite de la folie. C'est pour ça que ça s'appelle borderline. Et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que la peur de l'être abandonné va tellement prendre le dessus qu'on est coincé dans un cercle vicieux en se disant oui, mais si je fais ça, je vais blesser la personne. Si je blesse la personne, elle va m'en vouloir. Si elle m'en veut, elle va m'abandonner. Si elle m'abandonne, je suis seul. Si je suis seul, ma vie c'est de la merde, etc. Enfin, vraiment, c'est un petit cercle vicieux comme ça. On va cocher la case. On va faire le bingo. Ah, punaise. Je suis désolé, l'éclairage qui n'a pas de lâcher. Je vais tout simplement le mettre ailleurs. Hop là. Désolé pour le changement d'éclairage du coup. Oui, donc je disais, on va faire un bingo. N'hésitez pas sur le chat à cocher les cases parce que je sens que là, on va avoir des trucs. On risque d'avoir un petit taux de reconnaissance de notre propre parcours, j'ai l'impression. Ah oui, après, là, typiquement, du coup, là, je t'ai donné deux gros critères. Du coup, la colère impulsive ou explosive et la peur de l'abandon. Ça, c'est deux des neuf symptômes, entre guillemets. Ok. Après, bon, je vais pas faire check à chaque fois, mais je suis tout oui du coup. Après, c'est là où ça devient un peu plus drôle. Enfin, drôle entre guillemets. C'est que on va arriver sur du coup, vu qu'on a totalement peur d'être abandonné, forcément, ça va influencer sur nos relations. Oui, ça se tient, oui. Du coup, ce qui est très fréquent avec une personne borderline, c'est que les relations, même amoureuses ou peu importe, relations générales, sont très très courtes et très intenses. En fait, ça passe par une idéalisation de la personne, puis petit à petit avec le temps, des illusions et en fait, on rompt le contact parce que voilà, il n'y a pas de raison, juste on rompt le contact. Et après, personnellement, on arrive à ce qui moi m'arrive le plus, c'est les changements d'humeur assez bizarres. Je vais prendre un exemple personnel. Moi, quotidiennement, ce qui m'arrive le plus souvent, c'est que le matin, je me sens très bien. Donc, je suis plutôt heureux. J'ai une humeur qui est assez stable, qui est plutôt, on va dire, bonne. Et puis, d'un coup, juste, il y a un truc qui se passe. Enfin, ça peut être un truc très con, genre, il y a une mouche qui vole à côté de moi, ça m'emmerde. Je vais partir juste en colère explosive d'un coup. Puis ensuite, quand la colère est terminée, je vais être ultra triste. Puis ensuite, 2-3 minutes plus tard, hop, je reviens en mode normal. Puis hop, je redescends, etc. Enfin, les humeurs sont très changeantes dans la journée. Et ce qui différencie la bipolarité, c'est qu'en fait, quelqu'un de bipolaire, c'est plus par phase. Et d'ailleurs, les phases, on les dit qu'elles sont maniaques ou hypo, je sais plus quoi. Enfin bref. En fait, borderline, les humeurs vont changer plus dans le jour que dans la durée. Ouais, je vois ouais. Une des grandes différences. Donc là, on en a 4 déjà. Et après, ce qu'il va avoir, ça va être surtout entre guillemets, le classique.
Le sentiment d'être vide. Ça, c'est un classique à plein de troubles, hein, notamment la dépression, etc. Après, l'automutilation, malheureusement, est aussi un des symptômes. Du coup, là, on est à 6. Après, on est sur des comportements autodestructeurs. Donc, ça peut être... alors, trigger warning, du coup, ça peut être par exemple la consommation d'alcool. Et un peu trop excessive. Ça peut être tout ce qui est stupéfiant, ça peut être consommation... consommation entre guillemets. Par exemple, le rapport sexuel dangereux, ça peut être... être mise en danger de sa vie, par exemple, en... baladant à 3 heures du matin le long d'une autoroute. C'est plein de petits trucs comme ça en fait. Après, vraiment le dernier qui existe, c'est en fait des fois tu as des dissociations qui peuvent arriver, notamment quand on est en crise, parce que vu qu'on est totalement perdu au niveau vraiment purement de la raison. Quand on sort en fait de cette crise-là, des fois on se dit mais c'était pas moi en fait, c'est pas moi la personne qui a crié comme ça, c'est pas moi la personne qui s'est énervée comme ça, qui a pleuré comme ça. Là, en gros, c'est à peu près tous les petits symptômes qui existent. D'accord. Attends, je me permets juste parce qu'il y a Mister Demu qui a posé une question. TW, au cas où si ma question remue des choses désagréables, il s'en excuse. Il demande, cette peur de l'abandon, c'est un symptôme même du trouble borderline ou il s'agit de quelque chose de perso qui interagit mal avec le trouble? Et il s'excuse si la question est mal formulée. C'est un des symptômes même du borderline. D'accord. C'est un des 9 symptômes, il n'est pas obligé de cocher, mais en général il est coché, puisqu'il va beaucoup influencer notamment la perception de soi-même, la perception des autres, le comportement destructeur, les colères explosives, etc. Mais en général, ça peut très bien ne pas être coché. Après, je sais pas quel terme utiliser parce que effectivement, il y a des symptômes dans lesquels je me retrouve assez. Par contre, j'ai un de mes troubles et une nécessité et je sais pas comment tourner le truc, mais vraiment devoir contrôler les choses en fait. C'est-à-dire que même si effectivement je ressens cette colère explosive, je suis tellement un contrôle freak en fait que au lieu que la colère sorte et que je sais pas, que je me mette à crier ou un truc comme ça me bouffe de l'intérieur en fait. Donc, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais ouais, non, je peux comprendre. Après, je sais pas, du coup, ça va être un peu compliqué pendant 10 secondes pour le chat, mais avant qu'on commence l'émission, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai posé une question par rapport à justement la neuroatypie. Par rapport à la façon dont tu communiquais avec moi sur Twitter. Est-ce que tu vois la question que je t'ai posée? Oui, alors, oui. On peut en parler, y a pas de souci. Voilà, c'est ça, c'est parce que c'est pas moi de dire, voilà, donc c'est pour ça que je te posais la question de cette façon. On peut en parler, y a pas de souci. Du coup, en fait, pour faire très simple, moi je suis l'host d'un système, et du coup, en tant que système, on a chacune, Kunks, je sais jamais comment ça se prononce la version neutre, bref. Du coup, on a chacune notre identité, nos relations, nos propres neurotypies, et voilà. Pour donc faire relativement simple. Après, pour ce qui est de la neuroatypie, je vous conseille de regarder le dernier épisode où on a vraiment consacré un épisode complet sur le sujet. Et d'ailleurs, c'est suite à cet épisode-là que tu m'as contacté pour du coup être invité dans l'émission, tout simplement en fait. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je reviens pas forcément, comme je le ferai en temps normal, sur la définition des TDI, troubles dissociatifs de l'identité. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la dernière émission, elle était vraiment, pour le coup, elle était vraiment intéressante. Intéressante, oui, forcément je fais la pub de mon émission, mais je trouve que la conversation avait été vraiment, vraiment sympa pour le coup. Peut-être un peu compliqué par moment, mais vraiment sympa. Du coup, oui, au final, tu te retrouves, donc c'est 22 que t'as dit, t'as 22 ans.
Oui, enfin, je vais avoir 22 à la fin d'année plutôt. D'accord. Donc du coup, tu te retrouves... putain, j'ai l'impression que je vais être super condescendant en disant ça, je m'en excuse, c'est pas tout le but. J'ai envie de dire, tu te retrouves quasiment encore adolescent, à devoir jongler avec ta transidentité, tes troubles neuroa, et du coup, la façon dont toi tu jongles avec, et la façon dont forcément ton entourage va... c'est moins compliqué pour eux, mais du coup, leur opinion va aussi jouer sur ta vie, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pardon. Alors, par contre, je suis désolé, mais soit ta caméra a tendance à te remonter, soit tu es Super Mario et tu viens de te faire toucher une fois parce que t'es plus grand. Voilà. D'ailleurs, c'est bon. Ouais. Je suis désolé, je suis en train de... Attends, voilà, hop là. Ouais, je suis en train de décéder en direct. D'ailleurs, petite question, parce que du coup, on a ton pronom, mais au niveau de l'accord, ça se... Excusez-moi, je suis désolé. Au niveau de l'accord, ça t'utilise comment? Moi, je fais AL plus féminin. Voilà. D'accord. Oui, je suis vraiment... C'est juste que le rasoir est en panne, donc c'est un peu la merde. Après, comme je te disais, le truc, c'est que t'as pas le choix, mais au niveau de ton éclairage, en fait, on voit pas vraiment les détails. C'est pour ça que ça me surprend un peu quand tu me dis que t'as 22 ans, parce que du coup, comme l'image est un peu... l'image est un peu éclairée en jaune et tout, j'ai l'impression en fait que t'es plus âgé. C'est pas pour te vieillir, hein, mais du coup, ça c'est un peu mieux. Très légèrement. Après, je t'avoue que j'ai l'impression que c'est pas tant l'éclairage aussi que la qualité de la caméra et du réseau. Donc du coup... J'avoue, le réseau, je peux pas faire mieux. Oui. Au moins, ça coupe pas pendant l'émission, c'est déjà bien. Mais oui, donc effectivement, c'est pour ça que d'aspect, c'est un peu compliqué de te donner un âge, puisque l'image n'est pas forcément, de super bonne qualité. Mais oui, du coup, effectivement, au niveau de... En fait, ce qui est assez ironique, encore une fois, c'est que quand tu jongles avec tellement d'identités différentes, en fait, autant au niveau du genre que de la neurotypie et tout, c'est que forcément tu vas avoir des personnes dans ton entourage qui vont dire oh là là, c'est nous mettre une pression supplémentaire et tout. Par contre, ce qui est assez ironique, c'est qu'au final, c'est pas eux qui ont cette pression, mais c'est toi qui as cette pression, puisque du coup, eux, en disant ça, te mettent de la pression. Je sais pas si tu vois le... Totalement. Voilà. En fait, je vois totalement parce que... Enfin, du coup, là, je veux dire clairement... trigger warning, adultisme. Mais vraiment... Ah, tu peux juste répéter le... Adultisme, d'accord. Alors, vraiment... très haut niveau. En fait, pour faire simple, toute ma vie, jusqu'à l'année dernière, je n'avais pas le choix. C'est-à-dire? Littéralement, en fait, mes parents ont contrôlé qui je pouvais fréquenter, contrôlé mes amis, contrôlé les résultats de fac, contrôler mon argent, etc., etc., etc. Donc oui, c'était assez compliqué. Depuis l'année dernière et quelques problèmes personnels, ben je me suis libéré de ça. Et maintenant là, j'ai mon propre appart, entre guillemets mon propre appart. Je suis en location, mais voilà, du coup là, je suis loin d'eux. Je suis plutôt tranquille, donc je me libère. Est-ce que tu es donc libéré, délivré? Oui, je sais pas faire la blague, mais oui. Écoute, il y a un truc qu'il faut savoir avec cette émission, c'est que toutes les vannes que personne n'osera faire, je les ferai. Ça donne un résultat très cringe, mais des fois c'est très drôle quand même. L'humour de merde, c'est le meilleur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. L'humour de merde, c'est le meilleur. J'ai l'impression que c'est un humour qui est partagé par beaucoup de personnes neuroatypiques en fait. Je pense que t'es tellement habitué à gérer des situations absurdes, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens des trucs vraiment bizarres. Et au final, forcément, ton humour et ta façon d'être générale sont influencés en fait. Tout à fait. Alors, tu vois, on arrive tout doucement à la fin de l'émission déjà. Est-ce qu'il y a des derniers trucs que tu as envie de rajouter?
Ben non, en tout cas personnellement, je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Après, s'il y a des questions ou autres, ben N'hésitez pas hein, j'essaierai d'y répondre. n'hésitez pas dans le chat. Hein, je vois qu'il y a des personnes qui sont là en lurk. Si simplement vous avez peur de poser des questions ou quoi que ce soit, bah, totalement, vous pouvez rester en lurk, il n'y a pas de souci. Si maintenant vous hésitez parce que vous avez peur de poser une question à la con, il n'y a pas de question à la con, hein, franchement. Il n'y a qu'un présentateur à la con, ça oui, je veux bien, mais il n'y a pas de question à la con. Après, maintenant, forcément, il faudra attendre 2 minutes que le temps qu'ils aient sur le chat, qu'ils aient le truc par rapport à la. Par rapport à la. Mais à la. Ah au temps de diffusion. D'ailleurs, j'en profite aussi pendant justement ce temps de latence entre le moment que je vais le dire et le moment où ça va diffuser. Mais si jamais vous voyez cette vidéo en différé et que vous avez des questions, n'hésitez pas. Tous les commentaires, sauf si c'est du troll ou des conneries, genre des connards de terre ou des conneries comme ça qui viennent commenter, je répondrai. Alors, malheureusement, je pourrais du coup pas forcément répondre à la place de l'invité, mais si c'est des questions générales auxquelles je peux répondre, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poser même si vous voyez la vidéo en différé. Il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de souci, mes DM sont ouverts si jamais il y a des questions. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de souci, les DM sont ouverts. Bah, du coup, ce que je vais faire, si ça ne te gêne pas, je vais juste taper dans le chat. Est-ce que tu peux juste... Alors... Tigus qui me dit juste un petit coucou, je viens d'arriver donc, pas de questions, je regarderai le replay, merci d'avance Cyril. Ah oui. Oh punaise, c'est vrai que je l'ai plus faite. Il y a Chaton qui vient de me rappeler une des premières une des premières questions récurrentes de l'émission et de ma chaîne Twitch en général. Au passage, venez quand je fais des streams, je fais des bons jeux et des blagues drôles des fois, et qui vient de me rappeler que j'ai pas posé la question la plus importante, mais c'est quoi ton Kinder préféré? Et je suis pas sponsorisé, hein, au cas où. Je tiens à le dire. Alors, c'est compliqué parce que j'aime pas trop les Kinder. Oh punaise. Ma caméra bouge. Ma caméra en bouge à cause de ça. Sinon, par défaut, celui que j'aime le plus, c'est le Kinder Bueno White. Parce que j'aime bien le chocolat blanc. Ah, j'avoue, ça se défend bien. Ça se défend bien. En vrai, ça va... C'est bon, on arrête l'émission, là. le pire, honnêtement, c'est que j'ai pu manger de Kinder, justement, je crois, depuis le début de l'émission. C'est dire à quel point... Je crois que je répondais Kinder Surprise à chaque fois. Je sais plus. Je sais juste que c'est pas cool de parler Kinder à l'heure là, parce que je suis en pleine diète et que... Bordel, j'ai envie de Kinder, maintenant. Le White, c'est le préféré de Nico. Et voilà. Donc en fait, je pense qu'on a établi un parallèle. Les personnes trans aiment les monsters et les Kinder Bueno White. Voilà. C'est officiel. Vous l'avez entendu ici en premier. C'est un scoop. Les personnes trans aiment les Kinder Bueno White. Oui. J'ai une dernière petite question avant de... C'est officiel, totalement. J'ai une dernière petite question avant de rendre le... Pas de rendre l'antenne, mais de rendre le réseau. Est-ce que tu as donné des noms à tes peluches? Oui. tu peux nous le dire ou c'est top secret? Alors, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai un délire dans mon polycule, on a un délire, entre guillemets, c'est d'appeler toutes les évolutions en mettant poète à la fin. Là, typiquement, c'est menthe à poète. Là, du coup, j'ai aqua poète. Après, j'ai volta poète et j'ai pyro poète, du coup. Ok. Moi, j'appelle tout le monde Bob, donc je suis mal placé pour juger. Ou Bob ou Jean Mich Mich. C'est selon l'humeur. Ah, du coup, alors, on va finir sur un truc qui est beaucoup plus léger et tout, mais t'as que des Pyroli ou t'as les autres Pokémon aussi en... Ah, du coup, j'ai vu que t'avais les différentes évolutions d'Evoli, mais t'en as d'autres? J'ai que des évolutions et c'est mieux les évolutions d'abord, voilà. D'accord, ok. D'accord. En fait, les évolutions, c'est très bien parce que, personnellement, je les vois un peu comme une métaphore de la transidentité. Genre, il y a un point de départ qui est Evoli, et après, tu peux
tu peux avoir une multitude en fait. C'est le seul entre guillemets de Pokémon qui de base devient après à peu près de tous les types. Il n'y a pas encore tous les types. Il n'y a pas le type acide, il n'y a pas le type roche, il n'y a pas le type sol, etc. Mais je sais pas comment expliquer. Je sais pas. Ah ouais, non, mais justement, je suis en train de me dire, mais c'est improbablement vrai ce que tu dis en fait. Si, à la rigueur, bah bon, c'est capillotracté parce que je pense pas du tout que ça soit dans le même état d'esprit, mais Métamorphe aussi dans ce cas. Qui peut être concrètement ce qu'il veut. Mais Métamorphe, c'est un clone de Mew, ça compte pas. Ah ouais? Bah zut. Ah non. Tu confonds pas avec Mew par rapport à Mew. En fait, dans le lore de Pokémon, les deux seuls Pokémon qui peuvent apprendre Morphing, c'est Mew, c'est Métamorphe. D'accord. En fait, Métamorphe et rose, enfin la même couleur que Mew, et du coup, il y a une théorie qui dit que avant les événements de Pokémon rouge-bleu, une grande guerre, durant cette grande guerre, et la création de Mewtwo s'est faite via le clonage de Mew, et en fait, il y a eu des ratés qui sont les premiers métamorphes. C'est dark Pokémon quand tu regardes en fait, en vrai, le lore. Hein. C'est vachement dark par moment. Ça me fait penser, du coup, je sais pas si encore une fois, je suis désolé, c'est pas pour te rappeler que tu es jeune, mais tu es jeune. Est-ce que tu avais vu cette vidéo qui était sortie à l'époque d'un fan-film Pokémon qui est en mode vachement dark en fait? C'était... Oh, punaise, c'était il y a facile 10 ans maintenant que j'y pense. Mais en gros, c'est un mec qui avait fait une vidéo, une bande-annonce d'un film Pokémon. Sauf que le truc était vraiment méga dark, quoi. Genre, à un moment, t'avais une scène où t'avais Mewtwo qui poussait un personnage à comment pouvoir le dire sans être striké. Enfin, je pense que vous avez l'idée, quoi. Et en vrai, la bande-annonce était super bien faite. Bon, c'est vachement dark. Ce que je vais faire, c'est que je vais vite fait regarder sur YouTube si je la retrouve et je vous le mets dans le chat si c'est le cas. Et ouais, du coup, mais même les théories de fans sur Pokémon, c'est vachement dark, en fait, hein. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de truc light ou généreux, enfin... pas de truc qui soit pas méga glauque, en fait. Non? Quelque chose qui... Ouais, c'est ça, c'est en fait... l'iceberg Pokémon est très très sombre, en fait. Autant en théorie que même dans les faits de l'animé, hein. Typiquement... épisode qui a été banni de Pokémon saison 1. Le fameux épisode des Porygons, si les gens connaissent. Alors, à noter que c'est pas le seul... Attends, excuse-moi, je me permets juste, je colle le lien pour la vidéo dont je parlais dans le chat. C'est pas violent en tant que tel, c'est juste que c'est vachement dark, donc mini trigger warning. Et est-ce que du coup, tu parles de l'épisode qui avait été coupé à cause de... Le premier site que j'ai visité, j'avais 14 ans, en 99, c'était un site anti-Pokémon. Déjà à l'époque, les gens ils préféraient parler des trucs qu'ils aimaient pas plutôt que prendre le temps de parler des trucs qu'ils aimaient donc. Et du coup, oui, est-ce que c'est l'épisode de la crise d'épilepsie ou c'est totalement autre chose? C'est celui-là, c'est bien celui-là qui a été totalement banni. Pareil, il y a un autre épisode avec un Tentacruel qui, dans le générique en fait, on voit le Tentacruel en train de détruire un immeuble avec ses tentacules. Celui-là a été banni en Occident, en tout cas. Alors, je me permets juste de revenir parce que du coup, l'épisode de la crise d'épilepsie, c'est peut-être pas très clair. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cet épisode-là, t'as une scène avec Pikachu qui fait son attaque éclair. Et en gros, à cause des flashs, t'as eu plein de gamins japonais en fait qui ont tapé des crises d'épilepsie. Donc du coup, forcément, c'est un peu chaud, on va dire. Désolé pour le silence, hein, comme dit, il y a un décalage dû au réseau. Et Mister Damus nous dit l'épisode du Tentacruel, je me souviens très bien l'avoir vu à l'époque. Bah, après, à l'époque, ce qui se faisait aussi, c'est qu'au niveau de la censure, les épisodes les plus courts, en fait, ça se trouve, tu avais une version raccourcie, ou peut-être que tout simplement, ils l'ont passé. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi, ce que TF1 faisait à une époque, c'est que ces crétins, en fait, si vous voulez, à l'époque, je sais pas si c'est pareil maintenant, mais ils recevaient les épisodes de séries, de dessins animés sur des bandes. Hein, c'est des trucs de bandes classiques. Et ces génies, au lieu de faire des copies des bandes, ils coupaient les scènes qu'ils jugeaient être à censurer sur les bandes originales.
Donc par exemple, entre guillemets, encore une fois, pour les vieux, c'est pour ça qu'on a mis vraiment des années à avoir des éditions correctes des Chevaliers du Zodiaque, parce que tout simplement, en France, on n'avait plus que les versions qui avaient été censurées et découpées à la truelle. Voilà. L'un des animés qui a été le plus censuré, c'est clairement Ken le Survivant. Hein. Oui, bah après Ken le Survivant, c'est différent. Je peux comprendre la censure était nécessaire parce que c'est clair. Ouais, c'est très semblant. Et puis même au niveau des thématiques et de la, entre guillemets, à dire la morale, des gamins pouvaient clairement pas comprendre. Je me rappelle qu'à l'époque, pour le coup, ça c'est un truc que j'ai pas connu moi-même, les versions françaises. Mais des années plus tard, j'ai lu en fait l'équivalent de la première saison en manga papier. Et du coup, effectivement, c'était pas du tout pour les enfants. Et d'ailleurs, Tigus nous dit que c'était une époque où il y avait des débats sur le dessin animé japonais. Il y avait aussi certains dessins animés qui abusaient. J'ai plus de nom, mais quelques-uns. Bah oui, en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, quand on recevait les trucs, ils partaient du principe dessin animé égale pour enfants. Et forcément, bah non, t'avais déjà des dessins animés pour personnes adultes. Voilà, comme je disais, Ken le Survivant, c'est l'exemple des crétins qui ont acheté des dessins animés en se disant que c'était pour enfants, quoi. Mais le pire, c'est que même de nos jours, il y a des trucs qui se passent encore. Par exemple, il y a des DC Comics fait des films animés régulièrement et certains d'entre eux sont très violents et clairement pas pour des publics enfants. Mais je sais que plus d'une fois, j'ai pété un câble parce que quand j'allais dans certains magasins, les trucs étaient classés dans la catégorie pour enfants. Donc j'imagine les parents qui ont acheté les trucs pour leurs gamins en se disant ouais c'est bon, c'est du super-héros, ce sera pas violent, et puis qui se retrouvent avec des décapitations, des démembrements, quoi. C'est vraiment... il y a un énorme problème de communication, et puis en plus, pour ceux qui se souviennent, à l'époque c'était vraiment devenu un... C'était devenu tellement hardcore que je crois que c'était Télérama qui avait fait une couverture où en gros ils avaient foutu un visage, et la moitié du visage c'était Actarus de Goldorak. Déjà si vous vous souvenez de Goldorak, vous avez plus de 20 ans. Et l'autre partie du visage c'était Adolf Hitler carrément. Donc c'est pour donner l'ambiance de l'époque. Après Pokémon, bon, c'est pas non plus... Il y a peut-être des trucs un peu plus adultes, mais c'est pas non plus Ken le Survivant, quoi. Faut relativiser. Du coup, bah... Ok, je regarde pas du tout, donc c'est vite vu. Bon, encore une fois, s'il y a un message d'intérêt général aujourd'hui, c'est attention, tous les dessins animés ne sont pas pour des enfants. Évitez de faire regarder Happy Tree Friends à vos gamins. Moriel qui nous dit le Pokémon coupé en deux dans le manga. Bah. Oui. Après, voilà, c'est pareil, les mangas papier, c'est pas forcément pour les gamins. Et Tigus qui a ce qui sera le mot de la fin parce que c'est vraiment bien fait, mais c'est pas encore une fois, je pense que ça trahit un peu ton âge. Après un Ken le Survivant, on se met un petit Snorky et c'est réglé. Et je sais que probablement vous vous demandez qui sont les Snorky, et probablement si vous connaissez ce dessin animé, maintenant vous avez le générique en tête et c'est gratuit, c'est pour moi. Erin, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était très sympa. Même le format de la discussion était plutôt cool. Hein. Ouais, bah j'avoue, Chaton qui est en train de nous faire les paroles des Snorky sur le chat. J'avoue qu'honnêtement, à la base, comme j'ai expliqué en antenne et par totale transparence, le format discussion, c'est parce que je suis vraiment pas en forme. Et du coup, l'interview, j'avais peur de foirer un peu mes questions. Erin, je te propose de te laisser, entre guillemets, dire une dernière chose aux viewers avant qu'on arrête pour ce soir. Vu qu'on a parlé de séries, etc., juste un seul message. Regardez Ruby. Voilà. Regardez Ruby. Ok. RUBY? RWBY, c'est une série d'animation qui est très très intéressante parce que les doubleurs et doubleuses sont des personnes non binaires. Oh. Ensuite, l'histoire est très développée, donc je préfère préciser, en général, ne faites pas regarder ça à des enfants. Voilà, c'est juste par précaution, ne faites pas regarder ça à des enfants. Oui, c'est une web-série américaine faite par Rooster Teeth. Et ça se regarde en 15-20 heures, tous les épisodes sont regardés. Ok. Moriel qui nous demande pour Ruby, c'est quoi les TW?
Alors, on va avoir de l'adultisme. Avec un personnage, son père est très très contrôlant. Je crois que c'est ça le terme. Après, on va avoir de la ségrégation, puisqu'il y a une espèce dans l'univers qui est à moitié humaine et à moitié animale, et du coup ils subissent de la xénophobie, de la ségrégation, etc. Et sinon, je ne peux pas trop spoiler, je peux pas trop donner des TW parce que ça spoil les volumes. Et globalement, c'est des sujets assez graves. Donc on est plus vraiment sur une web-série pour adultes. Enfin, pour adultes ou entre guillemets pour personnes d'un certain âge. Très bizarre dit comme ça. Pour ça, j'ai dit ne faites pas regarder ça à des enfants. Ok. Alors, petite dernière session de commentaires du chat avant de conclure. Oui, AR Montréal nous fait parce que j'ai les triggers. Alors, je sais pas si ça sera sur le site, mais il y a un site internet qui s'appelle Does the Cat Die? Non, The Dog Die, Does the Dog Die, pardon, qui justement généralement est assez efficace pour ce genre de truc. Does the Dog Die, comme dit Chaton. Ensuite, on a Tigus qui nous dit quelqu'un peut débrancher le chaton de Nat. Non. On débranche pas Chaton, surtout quand il y a une session générique de dessin animé tout pourri des années 90. Enfin, tout pourri. Façon de parler. Là voilà, j'espère que ça t'a plu, Erin. Oui, c'était très sympa. Merci beaucoup pour l'invitation. Bah, écoute, avec plaisir. Hein. J'en profite pour dire que si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui s'affichent sous mon écran au moment où je vous parle. Donc ils sont affichés pendant toute la soirée. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de parcours qui ne soit pas intéressant. Je vous dis merci d'avoir regardé, que ce soit en ayant participé sur le chat ou en lurk, ou même en référé sur ma page YouTube. Abonnez-vous, message subliminal. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, si je trouve un invité. Parce que bon, il est possible qu'à chaque fois j'oublie de chercher un invité avant la fin de semaine et que du coup, je suis un peu just des fois. Et puis, voilà. Et il y a Moriel qui nous dit « Je savais que c'était toi, Erin, reconnaître ces mutus, c'est la vie que j'ai décidé de mener. » Mais en fait, je pense que les trois quarts du temps, en fait, les invités de CQTP, c'est toujours des mutus, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, en fait, c'est une des personnes de la timeline de l'invité précédent qui, du coup, se retrouve intéressé et ça crée une espèce de chaîne comme ça, assez marrante. En fait, vous pouvez carrément vous amuser. Il y a un jeu, je sais plus le nom, je crois que c'est 6 degrés de séparation avec Kevin Bacon. Où en fait, c'est un jeu qui est surtout connu aux États-Unis, qui dit que entre une personne lambda et Kevin Bacon, l'acteur, t'as que 6 étapes. Donc, admettons, on va dire, ça veut dire que ton coiffeur connaît peut-être le jardinier, qui connaît le frère, qui connaît le cousin de Kevin Bacon, en fait. Et en gros, vous pouvez du coup faire ça avec les invités de CQTP. Vous partez du premier invité et voilà, on dit que tu as 6 poignées de main d'une célébrité. Vous partez du premier invité et puis vous vous amusez comme ça à faire des liens, comme ça vous pouvez même vous amuser à revoir l'émission, mais pas forcément dans l'ordre en fait. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'ordre, donc voilà. C'est le cycle des mutus. Le cycle éternel. Ça y est, on aura fait session musique de dessin animé ce soir. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt les amis. A plus. Et chaton, je t'aime.